L'équilibre budgétaire sera atteint en 2015. Je ne les crois pas. Il est hors de question d'augmenter la charge fiscale des Québécois. Le gouvernement du Parti québécois a complètement perdu le contrôle. Les dépenses sont donc sous contrôle. C'est un bulletin dévastateur. Les facteurs qui expliquent cette situation, l'inflation, beaucoup plus faible que prévu. Oh, c'est un problème d'inflation mondiale ou nord-américain. C'est faux! Un taux d'épargne plus élevé. Un gouvernement qui a amené le Québec en panne. Nicolas Marceau, malheureusement, a perdu toute crédibilité. Alors, doit-on s'inquiéter de l'état des finances publiques au Québec? Pourquoi la croissance est-elle moins forte qu'ailleurs au Canada? Et dans quelle mesure le Parti québécois est-il responsable de cette situation? C'est ce que vont nous dire nos trois commentateurs politiques, Tasha, Daniel et Michel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parlera bien sûr du rapport du vérificateur général du Québec un peu plus tard, mais commençons par cette mise à jour économique. Michel, je commence avec vous, parce qu'il y a quelques semaines, M. Marceau continuait de maintenir le cap là, vers le déficit zéro. Aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit de 2,5 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, M. Marceau essaie de nous convaincre que c'est essentiellement un problème de revenus. C'est vrai, la croissance économique est chétive, l'inflation est faible, les consommateurs ne consomment pas. Mais une fois qu'on a tout dit ça, il y a quand même un problème de dépenses. Même si toutes les prévisions de M. Marceau, son plan pour revenir à l'équilibre budgétaire en 2015-2016 se réalisaient, il y a pour y arriver encore 1,5 milliard, là, si on inclut cette année, de coupures qui n'ont pas été identifiées et qu'il va falloir identifier. Et quand on dit maintenir les dépenses à 2 ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs cette année, donc c'est pas évident à faire, ça veut dire des coupures aussi. Ça veut dire qu'on dépense trop parce que, prenons l'hypothèse qu'on maintient les services de santé et d'éducation au même niveau, ça accapare la grande partie des dépenses gouvernementales. C'est pas à 2 là, on parle de 4 et plus. Ça veut dire que pour arriver à maintenir ça, il va falloir couper ailleurs. Alors, il y a des dépenses qu'il va falloir couper, on n'en sortira pas. Alors, des choix peut-être difficiles. Tasha, qu'est-ce que ça nous dit sur la performance économique du Québec, au fond? Bien, c'est une performance abominable. Écoutez, on savait que ça s'en venait d'une façon parce qu'en avril, on a eu des chiffres du gouvernement qui démontraient que le montant d'investissement privé au Québec avait chuté de 50 comparativement à la même période de temps sous les libéraux précédents. Alors, il y avait déjà quelque chose qui arrivait dans l'économie, un frein qui venait, un investissement qui avait peur de venir. On a vu en même temps le taux de chômage au Québec augmenter de 0,6 comparativement au reste du Canada où ça a chuté. Alors, on voit qu'il y avait déjà quelque chose qui ne marchait pas. Le résultat de cela, c'est moins de revenus, effectivement. Mais comme Michel a dit, en même temps, il y a une structure au Québec, des dépenses que les autres provinces n'ont pas. Écoutez, en Ontario, on ne se dote pas de garderie à 7 de l'heure, de frais étudiants universitaires les moins élevés au Canada. On ne paye pas des inspecteurs pour aller regarder si le mot pasta est écrit dans un menu. Il y a plein de choses au Québec qu'on fait qui ne sont pas faits ailleurs, qui coûtent de l'argent à l'État. Et quand les revenus baissent, là, l'écart devient trop grand et on a la situation qui s'est produite aujourd'hui. Daniel, quelque chose à répondre à Tasha là-dessus quand même. Les garderies à 7 etc. sont des choix de société, au fond, qu'on fait. Bah, ce sont des choix de société. On peut les remettre en question. Je ne vois pas le gouvernement qui le ferait dans un avenir rapproché. Et c'est presque des acquis. Et vous savez qu'est-ce qui arrive quand on veut remettre ça en question. Rappelez-vous, le mouvement étudiant, l'automne dernier, le gouvernement, finalement, a dû reculer sur l'essentiel. Donc, écoutez, mais dans l'ensemble, quand vous comparez le Québec aux autres, je pense au dernier rapport économique que j'ai vu, celui de la Banque Toronto-Dominion, il y a deux mois, où on disait ce qui inquiète le plus au Canada en ce moment, c'est l'Ontario. L'Ontario aussi a un manque de revenus, 5 milliards de moins au cours des 3 dernières années. La seule province qui a un surplus cette année, vous allez croire que c'est l'Alberta, détrompez-vous, c'est la Saskatchewan. Partout ailleurs, il y a des problèmes. Le Nouveau-Brunswick n'a même pas de cible pour atteindre l'équilibre zéro. L'Ontario, c'est dans 4 ans, etc. Ce qui inquiète beaucoup dans le cas du Québec, vous avez parlé de problèmes structurels, oui, c'est évident, c'est la dette énorme du Québec, 21 000 $ par habitant. Vous savez, quand vous commencez votre année financière et qu'un pourcentage très important de votre budget va uniquement pour payer les intérêts de la dette, vous avez des problèmes. C'est de l'argent que vous ne pouvez pas investir ailleurs. Mais bien sûr, tout ça s'inscrit dans un contexte économique mondial là, qui ne va pas très bien. Michel, quelle est dans tout ça la part de responsabilité du Parti québécois?
Oui, bien d'abord, je veux simplement dire que l'Ontario offre moins de services. Elle a des déficits, elle aussi. Hein? Alors, c'est pas simplement un problème de dépenses structurelles qui est unique au Québec. Il y en a ailleurs aussi. Pour ce qui est de la responsabilité du Parti québécois, écoutez, il est clair qu'il y a une part de responsabilité dans le fait que l'économie va moins bien au Québec que dans le reste du pays. Et il y a clairement un problème avec le climat ici. Rappelez-vous, au début, quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il voulait augmenter les impôts les plus élevés. Il voulait couper les crédits d'impôts sur les gains de capital, les revenus en dividendes, revenus de dividendes, dis-je. Et tout ça, ils ne l'ont pas fait, mais ça a semé de l'inquiétude tout de suite dans les milieux d'affaires, chez les investisseurs. Et après ça, on a eu tout ce débat. On n'en finissait plus de savoir quel régime de redevance minière on allait avoir. Oui. Et là, on n'a pas fini, on n'en sort pas. Le projet sur les mines n'a pas marché. Il y en a un autre qui, dit-on, s'en vient. De sorte qu'il y a personne qui sait exactement sur quel pied danser. Ça, il est clair, et je ne suis pas en train de défendre les minières, loin de là, mais quand on ne sait pas quelles vont être les règles du jeu, bien, on attend de savoir. Et c'est ce qui arrive, les investisseurs attendent. Et le fait qu'il soit minoritaire aussi doit ajouter à l'incertitude. Ben voilà. Est-ce que, par exemple, quand un gouvernement sera redevenu, hypothèse majoritaire, on reviendra avec l'agenda des hausses d'impôts, M. Marceau nous dit non, est-ce qu'on va couper encore ou tenter de couper dans les gains de capital? On ne le sait pas. Alors, Tacha, on parlait de choix peut-être difficiles, douloureux pour le pays. Il va y avoir des choix difficiles à faire. Oui, il va y avoir des choix. Et il y a d'autres choix aussi. On va regarder le modèle étatique, le modèle québécois ne marche plus aussi parce qu'il y a un lien trop étroit entre le gouvernement et le secteur privé en termes de subventions et d'aide aux entreprises. On voit que la dernière étude qui a été faite là-dessus en 2007, même avant la crise économique où tous les gouvernements ont dépensé, le Québec dépensait 6 milliards par année pour soutenir des entreprises en forme d'aide ou prêt ou quoi que ce soit. Ontario, 2,5 milliards pour une économie beaucoup plus grande et toutes les autres provinces moins aussi que ça. Alors, on voit que cette attitude qu'on a au Québec, c'est très difficile à maintenir, constamment aider les entreprises avec les argents des contribuables, finalement, des travailleurs. Quand ces travailleurs-là ne sont pas embauchés, qu'est-ce qui arrive? Il y a cet écart qu'on voit entre les revenus et les dépenses. On ne peut pas continuer. Il faut que ces entreprises-là soient rentables tout seules et que le gouvernement arrête de les soutenir et de dépenser leurs argents pour les faire marcher. Alors, on va accélérer un petit peu, mais que faire pour régler ce problème de déficit, Daniel? Si j'avais la réponse, Céline, je serais probablement premier ministre du Canada ou du Québec. Je vous rassure tout de suite, ça fait vraiment pas partie de mes ambitions. Écoutez, il n'y a pas de solution miracle. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle. Il y a plusieurs tentatives qui ont été faites, qui ont plus ou moins fonctionné. Tout le monde a l'air de dire en ce moment, la croissance va reprendre. Les 2 prochaines années, ce sera bien pour le Québec aussi. Tout le monde espère que ça va se stabiliser en Europe, qu'on va arrêter de craindre que tous les pays d'Europe fassent faillite, que l'économie des États-Unis va exploser et que le Canada et le Québec vont en subir les conséquences heureuses. Écoutez, tout ça relève parfois des vœux pieux. Tout ça, c'est, comme on dit en bon français, du wishful thinking. Tant mieux si ça se produit, mais l'économie en général reste fragile et encore plus au Québec à cause de ces problèmes structurels dont vous avez parlé. Et donc, Michel, on va se retrouver en élection ce printemps, c'est ça? Il y a des bonnes chances. Le langage guerrier était de mise aujourd'hui, tant du côté des libéraux que de la CAQ. Mais maintenant, on verra ce qui en sera des sondages au printemps, parce que c'est très beau là, de dire qu'on s'en va en élection, mais il n'y a personne qui va aller au casse-pipe s'ils n'estiment pas que leurs chances de prendre le pouvoir sont bonnes. Je pense surtout à la CAQ. Mais j'entendais un petit peu plus tôt les libéraux se réjouir que l'ordre du jour avait changé, que maintenant c'était l'économie et qu'on oublierait un petit peu les problèmes de charte qui nuisent aux libéraux actuellement. Maintenant, je ne suis pas si certain que ça, moi. C'est-à-dire, vous savez, les contribuables, les électeurs, là, ça ne les empêche pas tellement de dormir, les déséquilibres budgetaires. Si le Québec est décoté, tout ça, je veux bien. Mais on leur dit qu'ils n'auront pas de hausse d'impôts, pas de hausse de taxes. Alors ça, je ne pense pas qu'on fasse des cauchemars à cause de ça. Alors, je ne suis pas encore certain, moi, que l'agenda va changer, ou l'ordre du jour politique, devrais-je dire, va changer à ce point d'ici le printemps. Je vois, Tacha, que vous voulez réagir. Simplement parce que c'est la charte
fait pas dormir les investisseurs non plus. Le langage du PQ aussi autour de resserrer la loi 101 au début de leur mandat aussi. Oui, ça n'a pas porté fruit ce projet, mais ils parlaient de ça aussi. Tout ça crée une incertitude politique. Tout ça contribue. Il y a un lien très étroit entre les projets qu'ils font pour distraire la population des problèmes économiques et ces problèmes économiques parce que ça contribue justement à ce climat d'incertitude qui fait frissonner les investisseurs. Les investisseurs, ça ne fait pas beaucoup d'électeurs, ça. D'accord. Alors, on verra si la situation s'est améliorée lors du prochain budget. C'est à suivre. Parlons du rapport du vérificateur général, parce que quand même, il y a beaucoup de choses là-dedans. On y apprend, entre autres, les extravagances de Charles Lapointe, l'ancien DG de Tourisme Montréal.